La Formule 1 commence enfin. Toutes les écuries sont actuellement présentes à Bahreïn pour rouler avec leur nouvelle monoplace, pendant exactement 3 jours. C'est en quelque sorte le premier grand test pour chaque équipe. Cela fait de longues semaines qu'elle travaille d'arrache-pied pour développer ces monoplaces que nous allons voir en piste. Alors pour celles et ceux qui débutent, ou même pour les plus expérimentés qui ont besoin d'une piqûre de rappel, c'est important de comprendre ce que sont les essais hivernaux. Traditionnellement, les essais se déroulaient à Barcelone, mais aujourd'hui pour des raisons de sponsoring, c'est sur le circuit de Sakhira Bahreïn que les écuries se retrouvent 10 jours avant le début de la compétition officielle. Ces 3 jours de test sont divisés en 6 sessions, une le matin et une autre l'après-midi. Les équipes ne sont autorisées à faire rouler qu'un seul pilote par session, donc c'est généralement divisé équitablement. Les essais de pré-saison ont un objectif majeur: tester le nouveau design de leur monoplace et leurs nouvelles pièces, pour s'assurer qu'elles sont fiables d'abord, mais aussi performantes, et en accord avec les données de simulation. Si les résultats de ces tests ne dessinent pas toujours le classement à la fin de la saison, ils nous offrent quand même des indications quant à la performance espérée de chaque écurie. Avant le début de ces 3 jours d'essai, j'ai sélectionné 7 éléments importants à suivre qui, selon moi, apportent un réel intérêt à ces tests. Entre aspects techniques et aspects plus généraux, vous allez voir qu'on pourrait assister à quelque chose de particulièrement intéressant. Première chose à suivre lors des essais hivernaux, les innovations mises en place par les écuries. Chaque année fin février, nous avons droit à un certain nombre d'innovations qu'on n'avait pas vraiment vu venir. On se souvient tous par exemple de la Mercedes sans ponton de l'année dernière. Cette saison, compte tenu des déclarations des directeurs d'écurie et des détails cachés sur les monoplaces, on peut s'attendre à voir des concepts aérodynamiques innovants. Lors des essais hivernaux, les écuries font leur maximum pour cacher le plus possible leur innovation. Mais l'armée de médias qui suit l'événement arrive souvent à découvrir quelques pépites cachées. À la manière de Ferrari et Mercedes, je m'attends à voir de nouveaux concepts sur l'aileron avant, mais aussi sur les pontons, sur l'arrière de la monoplace et bien d'autres encore. De manière plus générale, est-ce que le design que nous a présenté sera le même en piste ? Vous l'aurez sans doute remarqué, certaines écuries ont pris leurs précautions en dévoilant leur monoplace, ne nous montrant que très peu de détails aéros. Transition parfaite pour parler de ma deuxième chose à suivre lors de ces 3 jours de test. À quoi va ressembler la Red Bull ? Bon, d'un point de vue visuel, on le sait, il n'y a aucune différence par rapport à l'an dernier. Mais pour l'instant, mis à part Verstappen et Perez, personne n'a vu la vraie RB19. Ils nous ont présenté un show-car à New York, ils ont roulé en piste à Silverstone, mais aucune image de l'événement n'a fuité. Je pense que Red Bull nous cache quelque chose, et je suis très curieux de voir ce qu'a conçu Adrian Newey. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Les autres écuries regarderont attentivement le design de la monoplace, qui était la meilleure de la grille en 2022. Elle est déjà source d'inspiration. Pour preuve, beaucoup ont copié leur modèle de ponton, et certains ingénieurs n'attendent que de voir la RB19 en piste pour s'en inspirer. Il faudra aussi suivre à quel point leur pénalité aérodynamique a impacté leur développement. Pour rappel, Red Bull a dépassé le budget plafonné et a reçu une sanction importante. 10% de moins sur leur temps en soufflerie et en simulation. À ce niveau-là en Formule 1, ça peut faire très mal, mais ils avaient tellement d'avance l'an dernier que beaucoup estiment que ça ne leur fera rien. On aura notre réponse très prochainement. On passe à la troisième chose à suivre et on change un petit peu de domaine. Il faudra prêter attention à la performance des rookies pendant ces tests. Pour rappel, ils sont 3 cette saison. Logan Sargent chez Williams, Oscar Piastri chez McLaren et ce bon vieux Nyck de Vries chez AlphaTauri. De manière générale, les pilotes ont très peu d'opportunités de tester cette nouvelle monoplace. Ils peuvent le faire lors d'un Media Day, mais ça n'a pas la même valeur que lors d'un test comme celui-ci. Pour les rookies, cette expérience est encore plus importante. Ils n'ont que très peu roulé avec une Formule 1 et c'est capital pour eux de faire une bonne impression. C'est surtout leur seule préparation avant de vraies conditions de course. Dans le lot, seul Nyck de Vries a participé à un Grand Prix. Il en est ressorti absolument carbonisé. Ça montre l'intensité de la chose, et les essais hivernaux vont leur permettre de s'habituer à leur nouvelle voiture. Surtout, ils ne devront pas commettre d'erreurs, sous peine de perturber la préparation de leurs écuries. Ce n'est pas facile, en particulier avec une monoplace de fond de grille que tu ne maîtrises pas. Logan Sargent notamment devra faire attention, alors qu'il conduit l'une des monoplaces les plus difficiles à maîtriser de la grille. On passe au 4e point à suivre, et j'aimerais parler de 2 écuries qui ont des similitudes, Ferrari et Mercedes. Ces essais hivernaux sont absolument cruciaux pour eux d'un point de vue technique. On sait à quel point le marsouinage a perturbé la préparation de Mercedes l'an dernier, et si ça venait à se reproduire cette saison, ce ne serait pas très bon signe. Leur concept aérodynamique est le même qu'en 2022, ça signifie que les monoplaces pourraient souffrir de rebonds. Il y a eu une petite évolution dans le règlement au niveau du plancher, qui devrait les aider à gagner en stabilité. Mais attention, leurs vieux démons sont toujours présents dans l'écurie. Du côté de Ferrari, ce n'est pas le marsouinage qui leur fait peur, mais plutôt la fiabilité de leur groupe moteur. C'est quelque chose qui leur a fait perdre beaucoup de points en 2022, en particulier lors de la première partie de saison. Alors vous allez me dire qu'ils ont réussi à gagner en fiabilité plus tard dans l'année, et vous aviez raison, mais il faut se rendre compte que c'était au détriment de la puissance. Ils ont réalisé des ajustements sur leur moteur cet hiver et ils espèrent qu'il sera le plus puissant de la grille, tout en conservant la fiabilité acquise en fin de saison dernière. Pour ces 2 écuries, l'objectif est de venir concurrencer Red Bull, et si leur monoplace est fiable et stable, je pense vraiment qu'ils ont les armes pour le faire. On passe au 5e point à suivre lors de ces essais, et j'ai envie de parler du milieu de tableau.
Alpine, Aston Martin, McLaren et Alfa Romeo présentent des projets très intéressants et arrivent en 2023 avec des ambitions élevées. McLaren est peut-être celle qui a les ambitions les plus mesurées. Je vous renvoie à ma vidéo de présentation de leur monoplace, mais pour résumer rapidement, ils estiment que leurs infrastructures sont encore trop faibles pour espérer jouer autre chose que le milieu de tableau. Ils ont pourtant l'un des duos de pilotes les plus prometteurs de la grille, mais ils pensent qu'Aston Martin et Alpine notamment sont mieux armés qu'eux. Dans le cas d'Alpine, c'est sans doute vrai. Le travail qu'ils ont effectué cet hiver a vraiment l'air prometteur. Ils devraient avoir la monoplace la plus légère du plateau, et leur directeur technique se veut particulièrement ambitieux. De là à viser le top 3, non. Mais après leur belle saison l'an dernier, ils doivent avoir l'ambition d'être un cran au-dessus du reste du midfield. À moins qu'Aston Martin ou Alfa Romeo débarquent avec une monoplace très forte. Des deux, c'est sans aucun doute Aston Martin l'écurie avec le plus de potentiel cette saison. Porté par Fernando Alonso, l'écurie espère faire un pas en avant cette année et être au niveau d'Alpine à minima. Compte tenu de leur budget, de leurs nouvelles infrastructures, de leur recrutement très agressif, je pense qu'Aston Martin peut être l'une des écuries surprises en 2023. C'est en tout cas l'avis partagé par plusieurs médias spécialisés, qui rapportent que leurs données en simulateur sont particulièrement positives, peut-être même au-dessus d'Alpine. Alors franchement, je suis très curieux de voir ça, parce que les données de simulation ne sont pas forcément la vérité en piste. Aston Martin ne pourra pas compter sur Lance Stroll pendant ses essais hivernaux, puisqu'il s'est blessé à vélo, et c'est le champion de Formule 2 en titre Felipe Drugovich qui le remplace. On suivra attentivement ses performances, et bien sûr, on souhaite à Lance un bon rétablissement. Enfin, un dernier mot sur Alfa Romeo pour terminer. On sent que la présence d'Audi est de plus en plus importante dans l'équipe. Ça s'en ressent sur les couleurs de la monoplace, dans le staff aussi puisque c'est Andreas Seidel, ancien de Porsche, qui dirige désormais l'écurie, et peut-être aussi dans les ambitions. 2023 sera une année très importante pour Audi, qui souhaite se battre dans le haut de la grille dès 2026. Vu la concurrence, ce sera difficile, mais ils espèrent se battre un cran plus haut dès cette saison. Comme vous pouvez le voir, on a des écuries du milieu de tableau très intéressantes à suivre cette saison, et parmi elles, certaines vont réussir à tirer leur épingle du jeu et d'autres non. On aura des premiers éléments de réponse lors de ces essais. C'est une bonne transition pour parler de la sixième chose à suivre, l'évolution des performances des écuries. En clair, est-ce qu'on peut s'attendre à un classement plus resserré que l'an dernier ? C'est l'un des grands objectifs de la FIA, faire en sorte que l'écart de performance entre les écuries se réduise petit à petit, ou en d'autres termes, rendre le développement des uns et des autres plus équitable. C'est la raison pour laquelle un budget plafonné a été introduit en F1. La FIA et Liberty Media souhaitent que chaque écurie soit sur un même pied d'égalité. D'abord pour leur offrir plus d'opportunités de briller, mais aussi pour que le spectacle soit encore meilleur. En fait, l'équation est très simple. Plus les écuries se battent en piste, plus il y a de spectacles, et plus il y a de spectateurs, et plus il y a de l'argent dans les poches de la F1. Aujourd'hui, il y a toujours des écarts très importants, principalement pour des raisons structurelles et d'expérience. Par exemple, les infrastructures de Ferrari sont à un niveau tellement plus avancé que celles de Williams qu'on ne peut pas espérer les voir se battre à l'avant de la grille. L'an dernier, en dehors des 3 top teams, seul Lando Norris a décroché un podium, et c'est un vrai problème pour la F1. Après une année de rodage de nouvelles réglementations, on verra si les écuries les plus en difficulté pourront passer un cap, au moins pour se rapprocher du midfield. Dernière chose à suivre pendant ces essais d'avant-saison, et c'est aussi une vraie interrogation pour toute la grille. Est-ce que les écuries auront suffisamment de temps pour tester toutes leurs innovations ? Avec seulement 25 heures d'essai, on a là le total d'heures le plus faible depuis très longtemps. Dans une saison à 23 courses, la plus longue de l'histoire, avec en plus 6 courses sprint au programme, je suis très étonné que les écuries soient encore plus limitées que l'année dernière. C'est quelque chose qui va handicaper tous les pilotes, mais particulièrement ceux qui découvrent une nouvelle écurie. Même Fernando Alonso, qui a quand même une petite expérience en Formule 1, s'est plaint longuement du manque de temps de roulage. Que ce soit les rookies comme Logan Sargent ou les pilotes expérimentés comme Gasly ou Hülkenberg, tout le monde se retrouve en difficulté par rapport à cette situation. Personnellement, je trouve ça regrettable. Imaginez qu'il y ait un problème de fiabilité complètement indépendant du pilote. Ça laisse très peu de temps de roulage au final. C'est ce qui est arrivé à Guan Yu Zhou l'année dernière par exemple, et il lui a fallu 5 ou 6 courses pour vraiment comprendre sa voiture. C'est un élément qui doit évoluer à mes yeux. Je pense que doubler le nombre de jours d'essai ne serait vraiment pas un luxe. Voilà pour les 7 choses à suivre pendant les essais hivernaux. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, et il y a beaucoup d'autres éléments intéressants qu'on regardera attentivement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresse le plus. Moi, je lirai tout ça tranquillement. Si vous aimez ce concept de vidéo, ou pas d'ailleurs, vous pouvez aussi me le dire en commentaire. Je pense que je pourrais faire ce format sur d'autres sujets. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On va se retrouver la semaine prochaine pour faire le bilan de ces essais. Salut, à la prochaine!